Oui, Monsieur Jopert, Madame Tan, chers collègues, chers étudiants, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer à ce séminaire pour parler un peu de l'enseignement du français en Chine. Et juste comme ce que Madame Tan a dit tout à l'heure, en fait, j'en ai déjà beaucoup parlé d'ailleurs à l'occasion du colloque international organisé aussi par Lyon 3 à Hanoï, au Vietnam. Donc, je ne vais pas répéter aujourd'hui trop sur ce que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je me concentrerai plutôt sur les deux nouvelles tendances de l'enseignement du français en Chine aujourd'hui. Alors, quelles sont les deux nouvelles tendances? D'abord, comme vous le savez, depuis la fin du XXe siècle et surtout la première décennie du XXIe siècle, le développement économique de la Chine a connu un grand essor. Et surtout, le lancement de l'initiative La ceinture et la route a fait multiplier et intensifier les échanges internationaux entre la Chine et le monde entier, particulièrement avec les pays en voie de développement. Surtout les pays francophones africains, par exemple, qui se trouvent le long de la ceinture et la route. Dans ce cas-là, le besoin de mieux connaître ces pays en voie de développement d'une façon beaucoup plus approfondie pour aider à mieux mener la coopération entre la Chine et ces pays devient une nécessité. Et pour mieux connaître ces pays, on a besoin de comprendre la langue que les pays parlent. Alors, l'enseignement des langues étrangères, pas seulement le français, détourne un peu son attention des grands pays développés aux petits pays en voie de développement, et de même pour l'enseignement de la langue, de l'enseignement du français en Chine. Donc, on détourne un peu l'attention de la France vers les autres pays francophones. D'ailleurs, l'objet de l'enseignement et l'apprentissage de la langue française et de la francophonie universitaire ne se limite plus à la langue, mais s'élargit aussi à d'autres domaines, comme les études des conditions humaines et sociales, politiques et économiques de ces pays que représente cette langue française. Ainsi est née une nouvelle discipline qui s'appelle études régionales et des pays, études sur des régions et des pays, qui est en fait une discipline croisée par la politique, l'économie, le droit, l'histoire, mais surtout basée sur la maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères. Et cette nouvelle discipline exige la fondation d'un nouveau département au sein de l'université, qui est gestionné dans la plupart des cas par un directeur professionnellement issu de la discipline de langue et littérature. Pour le moment, à cause du manque du personnel de l'Institut de diplomatie, on n'a pas encore pu fonder un tel département, mais on est en train de faire des efforts à partir d'une classe expérimentale pour toutes les études régionales et des pays. J'aimerais bien ici vous présenter un peu la façon dont on travaille là-dessus. D'abord, l'enseignement se structure autour de 3 types de cours qui comprennent les cours théoriques et de connaissances générales, les cours de connaissances spécifiques à l'écart des régions et des pays et les cours d'activités pratiques. Par exemple, pour les cours théoriques et de connaissances générales, on pourrait très bien profiter des cours qui existent déjà dans le système de l'éducation d'aujourd'hui de l'Institut de diplomatie, comme études des Nations Unies, introduction aux organisations internationales, études sur l'ascension et la chute des grandes puissances, aux diplomaties de l'environnement et de l'énergie, etc. Quant aux cours de connaissances spécifiques sur des régions et des pays, on offre des cours aux étudiants selon leur spécialité de langue. C'est surtout l'histoire, la culture traditionnelle, la politique extérieure, l'actualité d'un tel ou tel pays francophone ou d'autres pays de langues étrangères.
Alors, pour les courtes activités pratiques, on organisera des programmes de coopération avec des universités, avec des centres de recherche ou des organisations internationales comme des camps d'été, des écoles d'hiver, des visites académiques, etc. Pour que les étudiants puissent voir de leurs propres yeux ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire pour la paix et le développement de ces pays dont on apprend la langue. Et d'ailleurs, on encourage les étudiants de participer à des concours pour tester leurs connaissances sur ces régions et ces pays. Ça, c'est très intéressant pour les étudiants de l'Institut de diplomatie par rapport aux étudiants qui viennent d'autres universités, car c'est très souvent nos étudiants qui gagnent les meilleurs prix, puisque les études sur des régions et des pays sont toujours la propriété de l'Institut de diplomatie. La seule différence est qu'avant, ils recevaient les connaissances en langue chinoise en suivant des cours à option dans d'autres départements comme département de la diplomatie, département des relations internationales. Mais aujourd'hui, ils pourraient en même temps s'acquérir de ces connaissances avec la langue française qu'ils apprennent comme leur spécialité universitaire. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots sur l'évolution de la méthode d'enseignement avec la naissance de cette discipline croisée ou transversale qui englobe de nombreuses autres disciplines ensemble et qui exige évidemment une nouvelle méthode d'enseignement. Et cette méthode consiste en fait à établir des sections d'enseignement et de recherche virtuelle à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle. Dans le cadre de cette section d'enseignement et de recherche virtuelle, on pourrait réunir régulièrement les professeurs spécialisés en différentes langues étrangères sous forme de séminaires pour leur faire échanger les expériences d'enseignement et de recherche sur la formation des étudiants intéressés aux études des régions et des pays. Et deuxièmement, pour une discipline transversale, il est difficile d'encadrer l'enseignement dans le seul département de langue, donc la coopération entre les différentes disciplines et les différents départements sont indispensables, surtout avec les différents centres de recherche qui regroupent des spécialistes dans ce domaine. Alors, sous forme de sections virtuelles, on pourrait établir une banque de tuteurs en rassemblant leurs résultats d'enseignement et de recherche dans les domaines de la politique internationale, de l'économie et du droit, et en les invitant à donner des cours de spécialité à nos étudiants. Et troisièmement, cette section virtuelle nous aide aussi à utiliser la technologie informatique pour créer une plateforme intelligente qui intègre toutes les ressources existantes d'enseignement et de recherche dans le but de construire un système en ligne de cours, de manuels et de recherche pour finalement fonder une banque de données qui pourrait être partagée par tout le monde au service de la formation des étudiants. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première tendance de l'enseignement des langues étrangères et de la langue française, bien sûr, en Chine d'aujourd'hui. Et pour commencer à parler un peu de la deuxième tendance, à savoir la mise en accent sur la compréhension de la Chine contemporaine. En fait, c'est toujours à cause du développement rapide de la Chine, le sentiment d'avoir besoin de la connaître chez les autres peuples du monde devient aussi de plus en plus fort parce qu'ils sont curieux de la performance miraculeusement accomplie par le peuple chinois. Alors, comment faire mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui au peuple d'autres pays? Rien ne va mieux que les Chinois eux-mêmes vont présenter leur propre pays aux autres, dont beaucoup ont une mauvaise compréhension, parfois une fausse perception de la Chine contemporaine. Ainsi commence à se développer
une nouvelle méthodologie de l'enseignement du français en Chine qui consiste à sensibiliser les apprenants chinois de langue française à l'importance de connaissances sur leur propre pays pour qu'ils aient la capacité de présenter la culture traditionnelle chinoise de et la Chine contemporaine au peuple francophone. Dans ce contexte, une série de manuels ont été rédigés par les experts chinois tout autour du sujet de développement politique, économique et culturel de la Chine. Et cette série de manuels s'intitule « Comprendre la Chine contemporaine ». Les manuels sont composés en fait de 4 volumes dont chacun est réservé à un cours spécialisé, cours de traduction chinois-français, cours d'expression orale, cours de lecture et cours d'expression écrite. En fait, j'ai amené avec moi un exemplaire. Vous voyez, juste pour vous montrer, pour vous donner un peu l'idée sur la rédaction de ce manuel. Vous pourriez peut-être le voir tout à l'heure. Et pour vous expliquer aussi un peu la méthode de la rédaction de ce manuel. En fait, cette matière comprend en total 10 unités qui portent sur 10 thèmes différents, dont je pourrais vous citer quelques-uns comme exemple. La première unité s'appelle « Mon rêve chinois ». Après, la construction culturelle, la lutte contre la pauvreté, la réforme et l'ouverture de la Chine, la civilisation écologique, la diplomatie d'un grand pays comme la Chine, l'initiative, la ceinture et la haute, la communauté de destin pour l'humanité, etc., etc. Et vous voyez, tous sont des grands sujets étroitement liés à la situation actuelle de la Chine d'aujourd'hui. Et puis la structure de chaque unité est encore composée de 8 parties. On pourrait prendre pour exemple la première unité de Mon rêve chinois, la première partie avant-propos pour introduire un peu le fond, le background du thème, le contexte, par exemple, le contexte de ce formule de rêve chinois, qui a proposé ce formule et pourquoi, etc. Et la deuxième partie, contrat d'apprentissage, pour fixer l'objectif des études aux étudiants, à savoir les compétences lexicales, la stratégie de garder le contact avec le public, etc. Et la troisième partie, préparation, c'est pour poser des questions aux étudiants pour qu'ils réfléchissent avant les cours, pour qu'ils puissent mener une meilleure interaction en classe avec le professeur. Et la quatrième partie, qui s'appelle « Mise en route », est en fait un exercice préchauffé de lecture à haute voix pour que les étudiants soient prêts à parler automatiquement au public. Et la cinquième partie, intitulée « Comprendre la Chine », voilà, on entre dans le vif du sujet. On a présenté un long texte pour expliquer ce que c'est le rêve chinois et chacun doit avoir son rêve chinois, etc. Et on arrive ensuite à la sixième partie, parler en public. Il s'agit là d'un texte oral pour parler au public. Donc, toujours pour nourrir l'esprit des étudiants, pour qu'ils puissent ouvrir après leur propre bouche de parler. Enfin, on arrive à la septième partie, présenter la Chine. C'est alors le moment pour les étudiants de prendre la parole. Ce qui me paraît très intéressant dans cette partie, c'est qu'on invite les étudiants à connaître d'abord des expressions toutes faites, à 4 mots souvent, très souvent, en chinois, qui racontent des histoires, des valeurs de la culture traditionnelle chinoise. C'est à partir de tout ce qu'on a appris avant et de ces expressions traditionnelles que les étudiants commencent à parler eux-mêmes de leur propre compréhension et réflexion sur la Chine contemporaine.
Finalement, on arrive à la 8e partie appelée vocabulaire thématique, qui résume effectivement tous les mots et expressions apparus dans tout le corpus de cette unité et qui sont thématiquement importants pour soutenir le discours des étudiants. Je pourrais toujours vous citer quelques-uns pour vous donner une idée plus précise là-dessus. Par exemple, le rêve chinois, une société de moyenne aisance, la modernisation socialiste de la Chine, les objectifs des 2 centenaires, la prospérité du pays, le redressement de la nation, se forger une conception juste du monde, de la vie et des valeurs, ou le sens de la responsabilité historique, un pays socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux, etc. Voilà, j'espère qu'à travers cette brève explication sur une des unités de ce manuel, on pourrait avoir une compréhension générale sur l'idée de la conception de cette série de manuels pour laquelle les rédacteurs ont vraiment fait des efforts très détaillés pour que les jeunes étudiants puissent avoir une meilleure compréhension sur le discours de la Chine contemporaine. Donc ces manuels-là sont réservés surtout aux étudiants du niveau intermédiaire au moins et plus souvent au niveau avancé, c'est-à-dire les 2 dernières années de licence et le master ou le doctorat. Donc il faut que les étudiants possèdent déjà une base linguistique et culturelle assez solide avant d'avoir la capacité de bien raconter l'histoire chinoise aux pays et aux peuples étrangers qui ne connaissent pas la Chine et qui ne comprennent pas le peuple chinois. Voilà, c'est toute cette nouvelle tendance d'enseignement et d'apprentissage du français qui se développe aujourd'hui en Chine et qui a pour but de former de jeunes talents comme vrais passeurs de culture et de sagesse entre la Chine et le pays occidentaux. Voilà, j'ai justement le temps. Merci pour votre attention.